Bonjour à tous. Merci beaucoup à Grégory Quesnay pour l'invitation et au Bernardin pour l'accueil. Bon, il faut avouer que tout cela est très joyeux et parfaitement terrifiant. Très joyeux parce que les formes du visible m'ont permis de commencer à bricoler de nouvelles pistes d'enquête. Et terrifiant parce que je pense que j'ai pas besoin de dire beaucoup pourquoi, mais parce que ce sont des idées récentes du fait de la publication récente des formes du visible. Et donc, c'est la première fois que je formule ces idées en public. Et quand je vous vois tous assemblés là, je me dis que tout ça est un vaste malentendu et une très mauvaise idée. Mais on va quand même y aller. On est tous dans le même cas. Voilà. Et donc oui, ma présentation s'appelle finalement « Représenter l'intériorité des animaux non humains dans la peinture occidentale naturaliste ». Et donc, j'ai fait le choix de ne pas parler d'Apprendre à voir, donc mon dernier livre, qui, pour ceux qui l'ont lu, et vous en serez rendu compte, est complètement pétri de pensées descoliennes et s'appuie sur une ontologie des images dans la méthode. Mais donc, j'ai décidé de parler de Formes du visible, qui n'était pas paru quand j'ai écrit Apprendre à voir. Et je voudrais notamment partir... Pardon, je ne prends pas la bonne manette. Partir de cette citation des Formes du visible, qui va être la boussole de cette intervention, et qui quand je l'ai lue, m'a mise sur la piste de tout un nouveau corpus que je n'avais jamais arpenté et que je ne voulais pas arpenter, qui était la représentation animalière en peinture, que j'avais soigneusement contourné dans mon précédent ouvrage. Et tout d'un coup, en lisant ce passage, je me suis dit que peut-être j'aurais des choses à voir et à dire et à partager avec vous sur la question de la représentation des animaux dans la peinture naturaliste. Donc, je vous lis cette citation. « Pour figurer une ontologie de ce type, animiste, il faut pouvoir rendre visible l'intériorité des diverses sortes d'existants, non pas dépeindre les subtilités psychologiques de leur moi, mais indiquer qu'ils ont une subjectivité et montrer que cette intériorité commune se loge dans des corps aux apparences fort diverses, corps de proie, corps de prédateurs ou corps d'étoiles, lesquels doivent pouvoir être identifiés sans équivoque par des indices d'espèces. » Pourquoi cette citation m'a frappée ? Parce que tout d'un coup, j'avais dans cette phrase différents outils pour pouvoir poser cette question de la représentation de l'intériorité des animaux non humains dans la peinture naturaliste, qui est une question difficile à poser si on n'a pas les bons outils, précisément parce qu'on est en peinture naturaliste, dans une cosmologie de discontinuité d'intériorité. Et ici, donc, vous voyez, on a une sorte... Je vais faire un petit commentaire de texte. Nous avons un passage entre différents distinctions et aussi synonymes. Donc, on voit ici que Philippe fait une distinction entre ce qu'est l'intériorité en système animiste, qui n'est pas l'intériorité telle que conçue en système naturaliste, à savoir ce n'est pas des subtilités psychologiques d'un moi parfaitement singulier, qu'il utilise ensuite le terme de subjectivité comme synonyme d'intériorité. Et là, j'étais parfaitement confuse parce que je connotais subjectivité à la manière dont on le fait en système naturaliste, c'est-à-dire que voilà, c'est en partie associé à ces fameuses subtilités psychologiques du moi. Mais ensuite, il utilise un synonyme qui vient complètement rebattre les cartes de ce que ça veut dire, intériorité en système animiste, et subjectivité en système animiste, puisqu'il dit « cette intériorité commune ». Et c'est-à-dire une intériorité partagée par les humains et les non-humains, ce qui n'est absolument pas le cas, comme vous le savez, dans un système naturaliste. Et donc, c'est ce jeu de distinction que je vais utiliser pour poser les questions à la peinture occidentale. Avant de commencer, on pourrait me dire, mais est-ce que l'intériorité des animaux non humains est vraiment une question pour la peinture occidentale, justement parce qu'on est dans un régime de discontinuité des intériorités? Est-ce que ce n'est pas précisément juste une question pour la cosmologie animiste, la figuration animiste? Et je dirais que précisément parce que nous sommes en pays naturaliste, nous sommes dans un régime qui postule une discontinuité des intériorités, il y a un vrai enjeu, et à mon sens, c'est une vraie question qui traverse toute la représentation des animaux, cette question de l'intériorité animale, parce qu'en elle est contenue
la possibilité de nous définir, nous humains, par opposition, par exclusion, par hiérarchie. Et donc, ça nous intéresse énormément de pouvoir interroger, figurer, et vous allez voir aussi subvertir l'intériorité animale. Et donc, ce que je vous propose là, c'est un rythme de grand galop, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, et j'espère qu'on pourra revenir au petit trot pendant la conversation collective sur ce que j'ai proposé. C'est de faire un peu un tour d'horizon de différentes stratégies employées en peinture occidentale naturaliste pour rendre sensible ce que serait une intériorité des animaux non humains, avec ses limites, ses échecs, je dirais même, et ses subversions. Donc évidemment, la première stratégie, sur laquelle je vais passer très rapidement parce que c'est peut-être la plus évidente, c'est évidemment celle de faire rentrer les animaux dans le genre pictural qu'a analysé Philippe Descola aussi dans les formes du visible, le genre du portrait, qui est par définition réservé exclusivement aux humains, et comme l'a rappelé tout à l'heure Philippe Descola, réservé, qui par ailleurs, pas seulement réservé aux humains, mais qui a construit l'idée d'une intériorité humaine comme subtilité psychologique du moi, pour reprendre la situation d'avant, lisible sur un visage et qui est définie, élaborée par exclusion, par hiérarchie, d'autres formes possibles d'antériorité. Et donc, c'est pour ça que, je ne sais pas si ça vous fait le même effet, mais là, je parle en tant que pas en tant qu'historienne de l'art, mais en tant que regardeuse de tableaux. C'est pour ça que j'ai toujours été un peu gênée devant ces portraits d'animaux, où j'avais toujours un sentiment presque parodique face à ces œuvres. Et parce qu'effectivement, je veux dire, l'importation, la traduction d'une intériorité animale par le biais du portrait échoue quelque peu, puisque ce dont on se retrouve du coup à être focalisé sur le visage, puisqu'on a nos habitudes de réception liées au portrait humain, on se retrouve à être focalisé sur le visage de ces animaux et à se livrer à ce que l'éthologue Konrad Lorenz a appelé une interprétation à faux, c'est-à-dire à interpréter de manière des expressions faciales par analogie avec des expressions faciales humaines, donc les sourcils froncés chez le lion voudront dire quelque chose comme de la dureté, un caractère impitoyable. Et donc là, on voit bien qu'on est sur une intériorité animale définie justement comme subtilité psychologique du moi, mais calquée sur le modèle humain. Et ici, bien sûr, avec ce cadrage en contre-plongée, qui dit à peu près la même chose en vérité, souveraineté de ce cerf, évidemment renforcée par le choix du titre, etc. Mais dans les deux cas, on n'apprend pas grand-chose de ces formes de vie. C'est une fausse intériorité commune, une intériorité commune forcée, puisque complètement calquée sur la figuration d'une intériorité humaine naturaliste pensée par exclusion des autres formes d'intériorité possibles. La deuxième stratégie m'est apparue grâce aux formes du visible, et notamment dans le passage consacré à la figuration inuit. Et donc, je vais vous lire rapidement cet extrait. Donc, c'est sur le passage sur les figurines inuites, notamment, d'animaux. Or, figurer une action en la capturant comme un instantané, c'est faire surgir à l'imagination les circonstances qui la causent ou l'accompagnent. Ce plongeon, qui, le cou tendu vers l'avant, s'éloigne en nageant vivement pour échapper à ce qui l'a alarmé, ce lièvre figé au moment où il s'apprête à bondir, cet ours prêt à assommer un saumon imprudent d'un coup de patte, tous ces animaux que l'on voit entreprendre une action à l'évidence intentionnelle ou répondre comme il se doit à un événement imprévu ne peuvent manquer d'imposer à qui observe leur image l'idée qu'ils sont animés par des buts, qu'ils savent ce qu'ils font, qu'ils réagissent de façon astucieuse aux sollicitations de leur environnement, bref, qu'ils ont une intériorité tout comme les humains. C'est par la figuration du mouvement suspendu que la subjectivité animale, caractéristique de l'animisme, se donne ici à voir. Et donc, effectivement, j'ai suivi la piste, je saisis la balle au bond de Philippe Descola, en me disant, très bien, puisque c'est ça qui marche en figuration animiste, pour essayer de
transcrire, figurer une intériorité animale, c'est le mouvement suspendu. Est-ce que ça marche aussi chez nous? C'est ça ma question. Sauf qu'on va voir que c'est beaucoup plus compliqué, encore une fois. Donc ça, c'est une des figurations que mobilise Philippe dans son livre pour parler justement de ce mouvement suspendu. Effectivement, c'est une stratégie qui, dans une certaine mesure, fonctionne. Si on compare ce tableau, par exemple, de Rosa Bonheur, avec celui-ci, à savoir ici un tableau plutôt statique, une représentation plutôt statique de ces moutons, et ici beaucoup plus dynamique, dans le mouvement, en des mouvements variés par ailleurs, et avec, je dirais, un choix artistique très important pour nous donner une sensation accrue d'intériorité de ces moutons, qui est le choix de la composition ouverte, donc le choix du cadrage, qui est qu'on a le sentiment où ce qui est représenté déborde du cadre, ce qui nous donne le sentiment que ces moutons ont une vie propre, une vie autonome qui leur appartient et que nous saisissons un instant, comment dirais-je, leur trajectoire d'existence, à l'inverse de ce cadrage-là choisi, où les moutons s'offrent de manière complètement passive et sans réserve au regard humain. Mais néanmoins, la stratégie du mouvement suspendu en peinture naturaliste a ses limites, comme je vais vous le montrer ici, en comparant ces deux tableaux, celui de Gustave Courbet ici et un quasiment similaire du peintre suédois Bruno Liljefors. Ici, nous avons un mouvement suspendu, mouvement pour le moins un peu étrange, éthologiquement un petit peu étonnant, dans cette contorsion du renard, qui est dans une scène de prédation. Il vient de tuer un mulot. Et alors, c'est là que c'est terrible, parce que nous avons appris, nous, en système naturaliste, à ne pas voir le mouvement suspendu comme un signe d'intentionnalité, comme un signe du fait que l'animal sait ce qu'il fait ça en connaissance de cause, comme l'explique dans cette citation Philippe Descola. On le sait. Ici, ce qui se passe, c'est ce qui est notamment traduit par le choix, à mon sens, de cette position corporelle où on sent le renard comme dépassé par la situation, dans un mouvement non contrôlé du corps, de contorsion presque un peu étrange. C'est que ce qu'on a appris en système naturaliste, ce qu'on a appris à voir, c'est-à-dire que le mouvement n'appartient pas, les animaux ne possèdent pas leur mouvement au sens où les mouvements, par exemple ici un mouvement de prédation, n'est pas le signe qu'il y a quelqu'un, parce que les animaux sont toujours traversés par des causes extérieures à eux qui les dépassent. Ils ne sont jamais les départs de causes. Donc ici, c'est plus quelque chose comme... c'est ce qu'on a appelé l'instinct. On a regroupé ça sous un seul terme. L'instinct qui le dépasse, donc ça peut être la faim, la survie, l'agressivité, la prédation dans son caractère moral. Et donc, finalement, il n'est pas... le mouvement suspendu ici ne permet pas de traduire l'intériorité telle qu'elle est définie par Philippe Descola dans la citation précédente. En revanche, ici, dans une scène qui est presque similaire, c'est-à-dire même contexte, paysage d'hiver, renard, ici, à mon sens, il se passe quelque chose. Et pour plusieurs raisons. D'une part, parce que nous avons un mouvement qui n'est pas achevé. Il y a une sorte d'indétermination de l'action. Bien sûr, on présuppose ce qui est en train de se passer, mais ce n'est pas accompli, ce n'est pas, montré sous nos yeux comme précédemment. Deuxième élément, nous ne voyons pas son visage. Et l'association de ces deux choses fait que tout d'un coup, nous sommes placés dans une activité interprétative à l'égard de cet animal. Et que c'est au moment où nous sommes, nous, forcés dans une activité interprétative, que tout d'un coup, quelque chose comme une intériorité proche de celle que décrit Philippe Descola surgit, à mon sens. Puisque si nous avons besoin d'interpréter, ça veut bien dire qu'il se passe quelque chose de relativement complexe puisque nous sommes dans l'interprétation et pas dans l'explication.
Et c'est là que je voudrais introduire une première idée que je vais vous livrer en pâture et que je n'aurai pas le temps de développer, mais j'espère qu'elle reviendra dans la conversation collective, qui est que, en préparant cette intervention, je me suis dit qu'en régime naturaliste, dans la figuration naturaliste, moins il y avait de visages d'animaux, plus il y avait d'intériorité, ce qui est quand même un paradoxe intéressant. Voilà, autre stratégie, troisième stratégie, bien sûr la liste n'est pas exhaustive, hein. Troisième stratégie que j'ai repérée, effectivement celui de place pour refigurer l'intériorité des animaux non humains, celui de placer les animaux dans la position, on va dire, instaurée par le paysage romantique de l'observateur intercesseur qui est figuré de dos. Donc ici, dans ce tableau de Tom Utek, où voilà, je fais des bonds historiques, hein, parce que je vais abandonner toute chronologie, et qui, effectivement, par, on va dire, calque, par analogie avec la position que l'on connaît bien de ces hommes qui regardent un paysage et qui nous disent que ce paysage, alors même qu'il n'y a pas de narration, de scène narrative à regarder, signifie quelque chose, et donc nous place aussi dans une activité interprétative, et donc ces figures-là humaines jouent le rôle de pôle d'évaluation de la situation, et donc en plaçant par analogie ici un petit ours et le cheval pour Marc, nous font pressentir quelque chose comme une intériorité des animaux non humains qui n'est pas de la pure psychologie, mais qui est effectivement celle d'être un pôle qui configure son environnement, qui évalue une situation à la manière de ce que nous pouvons faire en tant qu'humains. Et la quatrième stratégie, qui est pour moi la plus importante, et il me reste à 5 minutes, c'est la catastrophe, qui est la question sur laquelle je ne suis pas venue, que j'ai évoquée au moment de la lecture de la citation Boussole en introduction, qui est la question de l'intériorité commune. Puisque on pourrait penser dans un premier temps que dans le système naturaliste, en cosmologie naturaliste, on postule que, justement parce qu'il y a discontinuité des intériorités, on postule qu'il n'y a pas d'intériorité commune entre humains, animaux humains et non humains. Or, je dirais qu'il y a une partie d'intériorité commune qu'on reconnaît et qui est parfaitement incarnée dans ces deux tableaux de Rubens et Géricault. Et donc, vous voyez ici que donc c'est une autre stratégie de représentation. Les humains sont représentés de concert avec les animaux et dans une attitude partagée, mais une attitude qui effectivement suppose quelque chose qui suppose qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur, avec qui sait à peu près ce qu'il fait. Mais c'est encore une fois tout ce qu'on associe aux instincts primaires, aux besoins primaires, au bas corporel, c'est-à-dire ici une agressivité, de l'autre côté la peur, qui est quelque chose que les naturalistes reconnaissent très bien comme partagé avec les animaux, mais qui les essayent précisément dont ils essayent précisément de s'émanciper, donc c'est peut-être là, et où justement on va parler d'une bestialisation, pour parler des humains, pour parler de ce pan d'intériorité commune, avec une connotation fondamentalement négative. C'est-à-dire que le moment où il y a intériorité commune en système naturaliste, c'est quand même quelque chose de relativement dévalorisant et limité, qui ne remet pas du tout en compte la discontinuité des intériorités. Et pour finir, je voudrais vous montrer 2 aquarelles d'un peintre américain qui s'appelle Winslow Homer, où il me semble qu'il se joue tout à coup autre chose. Et c'est le moment où on arrive à une subversion, à mon sens. Puisque, à mon sens, il y a deux incarnations d'intériorité commune, non dévalorisantes. Ici, via la représentation donc, d'une attitude partagée. Donc bien sûr, nous sommes dans un cadre de chasse, mais étant donné que la mise à mort n'est pas représentée, comme ça peut être représenté dans les peintures de chasse de Courbet, par exemple, il y a une distanciation par rapport à la question de la prédation et de tous les autres contextes qui ont prédominé dans la représentation animale dans la peinture naturaliste, à savoir la guerre, la chasse, les affrontements. C'est-à-dire justement tous ces contextes où on reconnaît volontiers une intériorité
commune dégradante aux animaux humains et non humains. Ici, on est plutôt, ce qui est valorisé, c'est une attention partagée. Attention partagée qui n'est pas hiérarchisée dans la représentation entre le chasseur et les chiens. Le chasseur n'est pas représenté de manière plus détaillée, avec plus de soins que les chiens. Et attention d'autant plus valorisée que nous ne voyons pas ce qu'ils voient. Et à mon sens, ici, ce qui est du coup représenté, ce n'est pas une humanisation des chiens ou une animalisation de l'humain, mais des puissances animales partagées, à savoir la capacité d'attention, d'être tendu vers. Et donc, ici, tout d'un coup, on voit apparaître quelque chose comme la possibilité d'une intériorité commune suivant un autre mode. Et dernier tableau, où pour moi, on passe encore un cran dans la subversion, qui est dans la figuration d'une possible intériorité commune entre animaux humains et non humains. Puisque ici, il n'y a pas seulement une attitude partagée, donc de repos et d'observation entre la bergère et les brebis, mais un corps partagé, qui est rendu extrêmement visible par les courbes des corps complètement similaires entre celui des brebis, celui de la bergère, avec un rythme comme ça des courbes qui ponctuent cette partie de la prairie, ce premier plan. Et le fait aussi que donc elle est dans la même inclinaison de corps, allongée, elle n'est pas plus haute que les brebis. Et par ailleurs, elle a des pieds qui ressemblent fortement à des sabots. C'est-à-dire que vous voyez ces pieds qui sont juste à côté des sabots de la brebis, qui est en sens inverse. Et c'est relativement et la même couleur, et le même trait, le même... comment dirais-je, avec la proximité entre les deux, laisse penser que ce n'est pas du tout anodin pour le peintre de marquer l'analogie formelle. Et donc, on se retrouve ici, à mon sens, dans une tentative de nous faire sentir une parenté dans les corps perspectives, suivant le concept de Viveros de Castro, entre la bergère et les brebis. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement qu'elle a le même corps physique, ce n'est pas seulement qu'elle a une sorte de même attitude dans le moment, mais c'est qu'elle est appelée par les mêmes invites du milieu que les brebis, c'est-à-dire qu'elle voit ce milieu depuis le corps perspective de la brebis, à savoir ce pan de prairie dont on présume qu'il est à l'ombre en raison du contraste de couleurs, qui pour la brebis est une invite à la couchade évidemment, et qui devient une invite aussi pour la bergère qui s'y couche, et avec cette deuxième invite de ce lieu de la prairie un peu en surplomb, à savoir surveiller dans une attitude de vigilance plus ou moins décontractée, de semi-veille à l'égard des brebis qui sont en contrebas. Ici, à mon sens, on a l'incarnation d'une intériorité commune partagée qui n'est pas psychologique, qui est plutôt fondée sur la possibilité pour un humain d'adopter pour un instant dans un contexte précis, en fonction de la relation qu'il tisse avec ces animaux-là, leur corps perspective. Voilà, je vous remercie beaucoup.